Ok, donc bienvenue à tous. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vendredi de l'inventivité. Donc aujourd'hui, on va accueillir la différence en bibliothèque. Donc on a trois axes en fait. On va vous présenter trois actions autour de cette thématique. Donc déjà par le prisme de l'équipe, donc accueillir la différence déjà au sein de l'équipe. Ensuite, accueillir la différence par le projet d'établissement avec Anne Zapater, donc de la Bibliothèque du Grand Narbonne, et accueillir la différence au niveau des actions qui sont proposées avec Stéphanie Aliès de l'île Jourdan. On va commencer peut-être par un tour de table, mesdames, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Peut-être par Anne, oui, présentation rapide, après tu te développeras plus quand on passera à ton oui. expérimente. Bonjour Sylvie, bonjour à Bonjour. tous, bonjour Émilie, bonjour Stéphanie. Donc je me présente, je m'appelle Anne Novelle et je suis directrice de la médiathèque Lucie Aubrac. Donc, Émilie Zapater, je suis adjointe de direction responsable du service public et partenariat à la médiathèque du Grand Narbonne, donc l'espace média. Et je concours, enfin on y reviendra un peu plus de façon approfondie tout à l'heure, mais je travaille sur tout ce qui concerne l'accessibilité, notamment tout ce qui concerne la démarche qualité auprès des publics. Pour le relais. Bonjour, voilà Stéphanie Alias, moi je suis responsable de la médiathèque municipale de l'île Jourdain. Voilà, ça c'est une petite ville du Gers, ça, mais quand même pas trop loin de Toulouse. Et voilà, on est quand même une petite bibliothèque et moi je travaille en binôme avec une autre collègue bibliothécaire. Merci. Donc on va commencer par Anne Oui, qui va nous parler de l'équipe, voilà. par le Donc, prisme de l'équipe. je vais commencer peut-être par me présenter parce que Oui. je fais partie de l'équipe et donc je vais vous présenter une équipe, on va dire, différente, atypique et j'en fais partie. Donc, on avait prévu avec Sylvie que je parle un petit peu de mon parcours. Donc, je suis donc directrice de la médiathèque Lucie Aubrac à Ganges. Ganges qui se situe à peu près à 1 heure au sud du Mont Égual et à 3/4 d'heure au nord de Montpellier. C'est la porte des Cévennes. La ville de Ganges, c'est une ville d'environ 4 000 habitants et on touche à peu près l'ensemble des habitants de la communauté de communes de 12 000 habitants. Ganges, c'est un territoire avec des populations quand même, pour une partie en grande précarité, et on se situe en zone rurale. La médiathèque est une médiathèque, pour que vous situez un peu, à peu près de 400 mètres carrés accessibles au public. Voilà. Avec une grande cour carrée, ce qui est assez pratique pour les animations. Donc, pour ma présentation, on va aller rapidement sur les étapes clés. Donc, moi, j'ai fait une fac d'histoire à Paris. J'ai obtenu une licence et puis j'ai passé aussi un DEFA, qui est un diplôme de cadre de l'animation et de coordinateur de projet. Et donc, j'ai une expérience de 10 bonnes années dans l'éducation populaire. Ensuite, j'ai donc déménagé dans le sud et là, j'ai créé un commerce, une entreprise qui était une guinguette de la restauration avec une programmation festive. Donc, j'ai été dans le milieu du commerce sur ce territoire et de l'entreprise pendant 5 années. Ensuite, j'ai créé un festival qui s'appelait les Veillées festives et populaires. Donc, je suis donc rentrée dans le milieu culturel et social et j'ai rajouté l'éducation populaire que j'avais déjà avant. Donc ça, pendant 10 ans, avec 150 bénévoles. Voilà. Donc, je suis rentrée directrice de médiathèque en 2020, en pleine crise de Covid, sans avoir aucune formation ni aucune expérience en tant que bibliothécaire, mais sur un territoire que je connaissais très très bien par plusieurs angles. J'ai fait une formation ABF en 2024. Voilà pour mon parcours, mais ça vous aidera aussi à comprendre le reste de l'équipe. Donc Sylvie, tu me demandais de présenter l'équipe puisque c'est le sujet. Euh, en fait, euh, donc, en fait, déjà, ce que je voulais dire, c'est que cette équipe, moi, j'ai validé auprès de toute mon équipe que je puisse faire cette visio. Je trouvais que ça avait un intérêt, mais c'est la première fois qu'on en parle parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on met en avant. Donc, c'est une équipe atypique, différente, mais pourquoi je trouvais que c'était intéressant de parler parce que c'est une vraie force. Donc, je vais vous la présenter sous 3 points. D'abord,
leurs particularités, ensuite leur poste actuel et les points forts sur lesquels j'ai travaillé. C'est-à-dire que plutôt que de voir les points, les différences comme des handicaps, les points forts. Donc j'y vais pour l'équipe. La première personne, c'est David. C'est une personne qui a des troubles autistiques. Donc depuis 2 ans, il est devenu notre responsable de l'accueil à la médiathèque et il est en cours de titularisation. Ses points forts, c'est la gentillesse, c'est la constance, c'est la rigueur dans la tâche, c'est la patience, il est méthodique et c'est un accueil qui est le même pour tous les usagers. Donc ça, c'était David. Ensuite, on passe à Camille. Camille, c'est une personne en changement de genre. Je l'ai embauchée fille à 21 ans et aujourd'hui, c'est un garçon. Depuis 2 ans, c'est notre responsable SIGB et du secteur ado. Et il est titularisé depuis l'année dernière. Point fort, eh bien, c'est une approche, une ouverture auprès du public jeune, une sensibilité, une compréhension du mal-être, de sujets délicats avec l'adolescence et une grande maîtrise de l'outil informatique. Ensuite, on a Anna, qui est une personne avec des grandes difficultés 10, qui ont d'ailleurs été reconnues comme un handicap, hein, au poste accueil. Point fort, eh bien, ça a été la perception des freins et des obstacles sur le lieu et sur l'espace pour les personnes 10. Et suite à son embauche, on a créé un secteur 10. Ensuite, on passe à Sylvia. Sylvia, c'est une personne de 50 ans, d'origine polonaise, avec des difficultés de langue et qui était sans emploi depuis 20 ans. Au poste accueil, point fort, c'est une empathie, une compréhension d'un public en grande précarité qui va établir facilement le contact avec certains usagers. Ensuite, on a Soraya. Soraya, une personne d'origine maghrébine qui est femme de ménage et intégrée à l'équipe des bibliothécaires. Donc, son poste, c'est femme de ménage, mais elle fait aussi l'équipement. Elle participe aux animations et aux réunions. Voilà, les points forts, c'est le soin du lieu, du livre, qui est ainsi intégré à l'accueil. Ensuite, on passe à Joël. Joël est une personne de 50 ans en changement de vie et qui était banquière. Donc, Joël, elle est chargée des séances d'animation et de lecture des classes. Donc, les points forts, c'est, je dirais, la gestion des conflits et un accueil du public calibré et qui est transposé dans une médiation de grande qualité. Enfin, nous avons Christiane. Christiane, c'est une personne locale du pays. C'est la seule bibliothécaire qui est issue de l'équipe précédente. Elles sont parties, les personnes sont parties à la retraite, hein. Donc, c'est une ancienne comptable fonctionnaire pendant 30 ans dans les services de la mairie. Aujourd'hui, elle est en poste coordination BDP, tout ce qui est navette, bibliobus et le budget, bien évidemment. Les points forts, bah, c'est la rigueur, comptable pendant 30 ans, le contact gardé avec les usagers du pays et le lien avec l'histoire de la médiathèque. Donc, en fait, quel point commun entre tous ces salariés? Pourtant, une équipe différente, c'est donc des salariés qui sont sans parcours professionnel dans le métier, ceux qui laissent la liberté d'inventer sans prérequis. Ce sont des salariés au parcours professionnel différent, ce qui permet d'aborder le travail avec des compétences d'univers professionnels variés et prendre le positif de chacun de ces univers. Ce sont des salariés qui sont très jeunes, donc 21 ans sans aucune expérience professionnelle, ou plus âgés, sans emploi depuis une longue période. Donc, avec Mélanie, quand on avait discuté, c'est une équipe différente, c'est surtout un accueil sans jugement. Les membres de l'équipe, ils présentent des situations de handicap ou des profils atypiques, mais jamais je les ai mis en avant ou exposés ou expliqués aux usagers ou dans le cadre professionnel. Et ils sont inclus dans un fonctionnement normal d'accueil. Cet engagement dans ma gestion d'équipe permet de décomplexer la différence. Chacun et chacune a sa place à la bibliothèque. Est-ce que tu peux donner un exemple de ta pratique? Et oui, Sylvie. Donc oui, par exemple, un usager qui poserait une question à nos bibliothécaires, il pourrait être déstabilisé par la réponse, parce que ce n'est pas la réponse attendue.
C'est pas la réponse attendue par rapport à une sorte de culture du métier, le niveau de lecture, ou par rapport à la posture qui est différente ou atypique. Mais dans tous les cas, l'usager, il sera rapidement à l'aise et satisfait parce que le service sera rendu, parce que l'accueil sera agréable et parce que l'environnement immédiat, euh, c'est-à-dire les autres usagers, le reste de l'équipe, ont intégré ces différences et se comportent normalement. Et au niveau du travail d'encadrement de l'équipe, qu'est-ce que ça nécessite du coup? Alors, le travail RH, c'est d'abord un cadre pour inventer ensuite. Pour pouvoir mettre en pratique des expériences nouvelles, c'est indispensable en fait qu'il y ait un cadre précis et rigoureux, exposé clairement et tenu sur la longue durée. Donc avec, euh, par exemple, alors ça c'est très important, une auto-formation continue de l'équipe, validée ensuite par des formations courtes ou par des collègues ou des pairs. Donc d'abord on invente, ensuite on confronte et on réajuste avec la théorie. Ainsi, depuis 4 ans, on a fait des fiches techniques méthodologiques qui sont travaillées en équipe et actualisées. Avec aussi les priorités de la structure qui sont explicitées clairement. On sait où on va, avec un encouragement sur la prise de confiance dans leurs capacités et l'acceptation de leurs différences visibles ou invisibles. C'est parfois plus compliqué avec la différence invisible d'ailleurs. Euh, avec la solidarité entre collègues et pas la béquille. C'est-à-dire par exemple, un bibliothécaire qui a du mal à s'exprimer, son collègue ne va pas parler à la place d'eux. Voilà, si effectivement la difficulté persiste, il va venir en soutien, mais il ne va pas parler à la place d'eux parce que la personne a du mal à s'exprimer. Euh, c'est- ces bases, c'est aussi un fonctionnement adapté et facilitateur. Par exemple, le mercredi, on a une très grosse fréquentation. Je mets l'équipe, je dirais pas quasi au complet parce que je peux pas au niveau du planning, mais vraiment en nombre. Je veux pas les mettre en danger et puis même c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et enfin, avec une prise de risque assumée de la part de toute l'équipe, mais aussi de la direction et des élus. C'est vraiment une décision où tout le monde s'est assumé et ça permet de poser un cadre de confiance. Après, j'aimerais préciser 2 choses aussi. C'est que ce n'était pas une volonté au départ, RH, j'aime pas ce terme d'ailleurs, de diriger comme ça, quoi. C'est vraiment un cheminement. C'est un cheminement, tout ça, avec ses errances, avec ses raccourcis trompeurs et avec ses réussites inattendues. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un tout. On ne peut pas mettre en place cette équipe sans que le fonctionnement, le lieu, les services, les plannings y soient associés, adaptés, et la communication, par exemple. Et pour le salarié, c'est qu'il se sente bien et qu'il prenne plaisir dans son travail et de fait qu'il le redistribue. Et pour la structure, eh bien, pour la structure, la bibliothèque, service public de proximité, dernier lieu d'accueil inconditionnel, et j'y tiens, c'est des choses que je répète beaucoup à l'équipe, et remplit ainsi sa mission d'accueil pour tous. Et ça fait un effet vraiment miroir. Forcément, une équipe comme celle-ci à l'accueil, elle fait un effet miroir pour les usagers. Voilà. Oui, se retrouve dans une équipe. Oui, le public est Bah, différent forcément, forcément, quoi. Il y en a tous même les si les choses elles profils. sont pas mises en avant, bon, Mm, bah, tout le monde se retrouve. Il n'y a mm, mm, pas, ça désacralise le lieu, ça, chacun a sa place à la bibliothèque. De fait, les choses sont dites. Donc peut-être au niveau des vigilances et des limites, alors évidemment, c'est pas non plus pas la licorne ni oui oui au pays des médiathèques. Hein. Il y a pas, il y a forcément des limites et des choses qui sont un peu complexes. Donc moi, la première limite que je mettrais, c'est de résister et de se fixer des priorités et de les tenir. C'est-à-dire ne pas se disperser dans de multiples projets ou dans des projets qui sont trop lourds, qui mettraient en danger la cohésion de l'équipe.
c'est aussi accepter et savoir poser les limites de son personnel. Voilà, parce que forcément, il y a des limites. Je vais donner un exemple, par exemple, une animation, on fait des animations parfois avec 200, 300 personnes. Il y a des coups de chaud dans l'animation. Bah, il y a une partie de l'équipe qui est déstabilisée, qui ne va pas avoir les réactions immédiates. Voilà, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Et puis, au niveau de la direction, c'est un accompagnement qui est long, qui est régulier, qui est en présentiel et qui est chronophage. Et forcément, il est au détriment d'autres missions. Mais bon, comme n'importe quelle mission qu'on peut avoir au niveau ou projet. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais en fait, cette équipe, c'est un projet. Quelque part, Proprement parler, ouais. sans presque ma conclusion, tu vois, ça serait ça. C'est que quelque part, cette équipe, c'est un projet parmi les projets. Parce qu'en fait, il y a tellement de retombées. euh, voilà. Et au niveau des projets, le projet, on va rester dans la thématique. On avait un peu préparé nos questions hein, avec les collègues. C'est accueillir un nouveau collègue et pourquoi pas un chat. Voilà. Et je pense que ça ne sera pas aussi simple que dit comme ça, mais l'idée, ça serait d'agrandir l'équipe comme ça. Voilà, j'en ai terminé. Damien Crouvesier Ouais, de la bibliothèque de Pompertusa demande s'il y a eu des résistances au niveau des élus ou des usagers. aucune. Puisque Et alors, les élus, c'est quand même quelque chose que j'ai vu avec eux avant, à chaque fois en fait. Comme j'ai dit, c'est un cheminement, donc à chaque fois que les questions se posaient avec les personnes, avec la DGS et avec l'élu, notamment le maire, les questions sont en fait au fur et à mesure, c'est venu. Donc aucune résistance de la part des élus à partir du moment où le boulot a été bien fait et que les objectifs qu'il avait fixés étaient tenus. Et de la part des usagers, non, parce que on l'a mis dans un fonctionnement normal. Et donc, du coup, je ne mets pas mon équipe en difficulté. Enfin, du coup, non, vraiment pas. après, Anne, parce que quand on avait préparé l'entretien, tu m'avais expliqué ton arrivée sur le poste. C'est aussi ton profil qui fait que enfin, ils savaient que tu allais travailler différemment, peut-être aussi Bah, avec en les fait, agents. comme j'avais avant le festival dont j'ai parlé à la fin, c'est pour ça que mon Mm, parcours, je l'ai un peu mm, veillé festif et populaire. J'ai beaucoup travaillé sur le territoire, j'ai beaucoup fait le lien avec les habitants et j'avais aussi la casquette avant de commerçante, de chef d'entreprise. Donc, ils ont vu le travail que j'ai mm. fait de lien avec les habitants et donc, oui, c'est sur cette confiance que c'est parti. Et j'avais déjà forcément, mais dans le milieu, on va dire, culturel, des festivals, des choses qui sont souvent les artistes atypiques, etc. Donc j'avais déjà des équipes atypiques. Moi-même, on peut dire que je suis atypique. En fait, où est la normalité aujourd'hui? D'ailleurs, ce serait la Exactement. vraie question. Damien trouve ça trop bien. Il trouve formidable d'en faire un non-sujet et il te demande de repréciser, est-ce qu'à la base c'était un projet en collaboration avec la RH ou c'est venu comme ça? Bon, j'ai cru comprendre que c'était venu comme ça, mais C'est venu comme ça, mais pas comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais embauchée, il savait le travail que je faisais quand même sur la direction d'équipe, puisque le festival que j'avais avant était sur le territoire. Donc, il y a beaucoup d'élus et de villes qui connaissaient le travail que je faisais. Et donc, ils savaient le sens de l'adaptation et la gestion d'équipe que j'avais. Donc, c'est quelque chose en connaissance de cause. Mais ils savaient aussi la rigueur. C'est pour ça que je parlais de cadre, la rigueur que j'avais dans le travail. Et voilà, il y a un cadre qui est vraiment posé, qui est très rigoureux à la base. Sinon, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, la façon dont moi je travaille, c'est comme ça. C'est vraiment, il y a un cadre au départ pour cette souplesse. du coup, merci Anne. On va passer à Émilie, du coup, qui va nous présenter le projet d'établissement du Grand Narbonne et le travail qui a été fait en termes d'accueil. Je me fais un petit peu le porte-parole de toute l'équipe. Le temps est court, mais je vais essayer d'être synthétique. Voilà, pour rebondir sur les propos de Anne, qui effectivement, elle fait son travail avec l'équipe. Nous, on est parti aussi de ce constat que pendant des années, on a fait pour les publics en situation d'empêchement, pour les publics en situation d'éloignement. Et ça s'est fait plutôt au fil d'opportunités. Ça a commencé avec un parcours de sensibilisation pour les plus jeunes, des actions culturelles. Et au fur et à mesure,
plein de choses se sont agrégées et Aline Béraud, qui est donc adjointe de direction et qui est chef de projet culturel, a identifié un besoin de formalisation. On est arrivé à un moment charnière où il fallait vraiment montrer, faire savoir, faire connaître et cadrer, puisque souvent, voilà, ça se fait au fil de l'eau, ça fonctionne, mais on ne prend pas forcément le temps de mener une évaluation, de l'inscrire dans un projet d'établissement. On en fait une petite partie où c'est concentré sur des personnes justement référentes accessibilité, et c'est pas forcément partagé. Donc l'objet, c'était vraiment d'en faire une culture commune, une culture professionnelle commune. Et donc Aline Béraud a proposé de rédiger une charte de l'inclusion culturelle. Donc je vous l'affiche à l'écran. Elle est Mhm. accessible et téléchargeable sur notre site internet. Elle a fait tout un travail de veille. Voilà, on va pas revenir sur ce travail-là aujourd'hui puisque c'est vraiment de faire un focus sur le faire pour. Je pose juste cette charte un petit peu en préambule, en introduction. Je vous la fais hop, défiler. Donc, elle est basée autour de 10 items, basés sur des verbes. Ça, c'est pour la partie vraiment stratégique. Donc, tout le travail de veille, de stratégie, d'échange qui a pu être mené, je vous invite, je vous ai mis le contact de Madame Béraud, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce travail-là. Et on en a fait une Mm. déclinaison, hop, alors qui n'est pas accessible justement, qu'il va falloir retravailler, puisque c'était vraiment un document de travail. On a eu cette charte, ce besoin de formalisation pour en avoir un objet de sensibilisation auprès des partenaires, auprès des publics et auprès de nos décideurs. Et nous, en interne, en fait, on l'a retravaillé avec toute l'équipe et plus spécialement, plus spécifiquement ceux qui étaient engagés. Et on s'est dit, bah voilà, c'est une roue, c'est un processus en permanence basé autour de ces dix verbes. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au final, chacun faisait un petit peu et on ne se rendait pas compte qu'il y avait vraiment une cohérence à donner, à rendre beaucoup plus visible. Donc on l'a basé, vous le voyez, à quelques exemples. Pareil, hein, l'objet du jour, c'est pas de revenir en détail sur tous ces axes-là, mais je pourrais vous le partager et c'est aussi téléchargeable sur notre site internet. Et c'était pour montrer que c'était pas un achèvement, que c'est vraiment tout un Un processus processus. d'action. Exactement. Et ça s'enrichit d'année en année, mais il y avait besoin à un moment de poser ce cadre, de poser, tout comme nous, on en a fait vraiment un outil professionnel. Comme on a des chartes politiques documentaires, des chartes de l'action culturelle, il y a cette charte de l'inclusion culturelle. Je vous ai mis ce petit zoom puisqu'elle a été présentée de façon officielle lors de la journée professionnelle du Salon du Livre en 2022 pour justement montrer le volet stratégique et l'illustration pour les publics, pour l'équipe. Parce que parfois, lorsque l'on pose des documents vraiment stratégiques, ça peut s'éloigner du terrain ou ça peut être vécu comme éloigné du terrain. Donc on a vraiment voulu avoir le volet à destination, on va dire, de décideurs, des politiques publiques, et le volet plus professionnel avec la déclinaison par action. Quelle méthode vous avez utilisée pour travailler sur cette charte? Oui, alors donc comme je disais, la partie vraiment stratégique, c'est Aline Béraud qui a fait tout un travail de veille, qui s'est inspiré de ce qui pouvait exister en France ou ailleurs, qui a centralisé. On l'a surtout travaillé au niveau de la direction, qu'on a ensuite par la trame, qu'on a partagé après à l'équipe. Et vraiment, ce qu'on a travaillé de façon enfin, de façon collective, c'est la déclinaison en action, pour que concrètement, chacun puisse s'identifier et voir le rôle qu'il avait à jouer. C'est-à-dire qu'il ne mène pas juste, il n'est pas juste là pour accompagner un accueil individualisé, pour mener une animation. Il s'inscrit vraiment dans le projet d'établissement qui est l'inclusion, mais nous, on le base vraiment sur l'accessibilité, mais au sens large. C'est-à-dire qu'on est parti du prisme faire pour les publics en situation de handicap, d'empêchement, et puis c'est devenu pour les publics éloignés, et puis pour tout le monde, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ben, réfléchir à l'accessibilité individuelle, c'était améliorer le confort de tous. Et donc, on s'appuie sur ça pour, à chaque fois qu'on mène une action, qu'on développe un service, une collection, on se pose la question de à qui ça peut répondre en besoin spécifique ou plus globalement en termes de... enfin, pour n'importe quel public. C'est-à-dire que là où on pouvait réserver, initialement, c'est vrai qu'on avait voilà, des parcours de sensibilisation, des actions réservées. On a essayé d'ouvrir. Et dans le cadre du projet de réaménagement que l'on a mené là, ces 2 dernières années, des différents diagnostics, et bien du coup, on a élargi et on se pose plus la question pour quel public, on essaie d'être pour tous et d'avoir des projets pour faire avec. Donc vraiment, la charte, elle est arrivée à une étape carrefour, c'est-à-dire qu'on avait des conduites de diagnostic d'un côté, on avait la gestion interne avec un organigramme revu, des collègues vraiment affectés à ces missions-là, on avait des collections, des services, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses, et au final, c'était peu visible, et même les collègues entre eux, parfois, avaient un petit peu perdaient le lien en se disant, mais moi, je travaille sur les collections, mais il y a aussi cette action. Donc là, on repose un document support, un document stratégique, et ça en fait vraiment un outil de pilotage sur lequel chacun a la main. Ça, c'est aussi voilà, assez intéressant. Donc on a ces deux volets-là, le volet outils pro,
Et surtout la notion de c'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'on a posé une charte, c'est pas parce qu'on en a fait une photographie avec des actions qu'il faut rester posé là-dessus. C'est vraiment justement plutôt réfléchir. On a des opportunités, ok, mais à quel item, à quel verbe elle se raccroche. Parce qu'auparavant, on était voilà, un collègue assisté à une journée professionnelle, rencontré ou vivait lui-même personnellement avec des opportunités. Et on le pensait pas forcément de façon globale, ou alors on s'en rendait pas compte. C'est aussi ça le... Et là, le fait de l'ancrer, ben, ça permet de défendre des axes, de défendre des budgets, de défendre des choix aussi stratégiques qui ont pu être faits. Donc vraiment, il y avait un besoin de formalisation et de visibilisation. C'était ce qui, dans tous les cas, ce qui est le point de départ, ça a été celui-là puisque Aline Béraud, comme je le disais tout à l'heure, est aussi chef de projet sur le territoire. Donc il y a eu un besoin de donner une cohérence entre ce qui se fait dans la médiathèque et ce qui peut se faire aussi hors les murs. Donc c'est donner vraiment une cohérence à tout ce que nous pouvons faire et en faire un vrai outil, tout comme voilà, une charte, on entend souvent parler charte politique documentaire, charte d'action culturelle, mais cet axe-là, il n'est pas forcément vu. Beaucoup de médiathèques travaillent sur un point. Bah là, l'idée, c'est aussi d'équilibrer, de ne pas être que sur, je dis n'importe quoi, plus sur l'engagement et moins sur l'expérimentation. Ça nous permet de rééquilibrer l'ensemble. Et managérialement aussi, pour l'équipe, de dire, ben, je dis n'importe quoi, programmer, on a déjà beaucoup programmé sur ça. Par contre, en termes de valorisation des collections, il y a un déséquilibre. Donc, c'est un outil tremplin pour cette partie-là. Et l'objet, ça nous a permis d'identifier vraiment qu'on faisait pour les publics et pas forcément avec. C'est pour ça que je rebondissais sur les propos d'Anne, qui a très vite identifié avec son équipe qu'il fallait faire avec. Nous, on a eu une posture, on va dire, assez bibliothécaire. Finalement, on a fait pour. On a eu la chance d'avoir dans l'équipe, nous aussi, une personne en situation de déficience visuelle, qui a été un petit peu le premier levier, le premier élément déclencheur. Euh, et on s'est dit, bah voilà, il faut faire pour. Et l'exemple le plus concret, du coup, ça a été dans le cadre du projet de réaménagement que l'on va évoquer là sur la signalétique. Voilà, on voulait poser juste la charte comme notre socle. C'est vrai qu'on a eu tout un projet, donc tout notre projet de réaménagement, on a fait une phase préparatoire où on a identifié tous nos partenaires du champ social, du champ médico-social, des associations en lien avec le handicap pour vraiment être au cœur avec les personnes concernées. Je vous ai mis ici un petit récap de comment on a pu procéder, comment on a pu identifier et on s'est rendu compte que effectivement on pensait des choses pour eux, mais on les associait pas forcément pour leur dire ben, en amont de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce qui est pratique, il y a ce qui est réglementaire, mais il y a ce qui dans la vie quotidienne pratique à la médiathèque n'est finalement pas si accessible que ça. Donc ça nous a permis de faire ce focus. Et l'exemple le plus concret, c'est vraiment de repenser toute notre signalétique. Puisque là, en fait, on a créé, donc là, je vous ai mis l'exemple, peut-être certains le connaissent, qui a été mené par Livre et Lecture en Bretagne. Ils ont travaillé sur la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Ils ont constitué des groupes de travail. Je vous ai mis le lien également si vous voulez revenir un petit peu plus en détail sur ce qu'ils ont pu faire. Donc nous, on s'est inspiré de ce travail, de cette base de picto qui était libre de droit. On a contacté la graphiste pour s'assurer que nous puissions nous-mêmes nous en inspirer, retravailler certains pictos. Et on a identifié 4 temps de travail, 4 groupes. 2 groupes donc avec des publics donc ESAT, IME, voilà, ESAT, IME, et ensuite 2 autres groupes de publics allophones avec des niveaux différents, FLE, et chacun a contribué à la signalétique. Alors, comment on a procédé? Le parti pris, je vous l'ai résumé ici, c'est que vraiment les pictogrammes sont inspirés des pictogrammes normalisés. C'est-à-dire qu'il y a certains pictos, le info ou patrimoine, monument, il y a des choses qui sont déjà dans on va dire, dans le jargon graphique quotidien et ça fait partie aussi d'un apprentissage à mener. Les éducateurs qui ont travaillé avec nous nous ont également dit oui, il faut faire avec, mais dans l'autre sens, il faut aussi que les participants aux ateliers composent avec leur univers graphique de tous les jours, parce que ce qu'ils vont apprendre, entre guillemets, à la médiathèque va leur servir en dehors, et vice-versa, ce qu'ils ont dans leur quotidien va leur servir à la médiathèque. Donc on a voulu, voilà, on est parti d'un langage normalement universel, puisqu'après chacun par son prisme l'interprète différemment. Et hop, je vous montre, on a fait donc ces ateliers. Comment on a procédé? On est parti de pictos libres de droit, de pictos de Bretagne, de dessins faits en temps réel aussi avec les participants. On leur montrait un picto, une image, et chacun devait verbaliser en français, avec ses mots, avec des mimes, avec des gestes. Tout était possible, et ils devaient voir ce qu'ils y décrire l'image et voir ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils voyaient derrière.
Parfois, c'était spontané. Les quatre groupes disaient, ah ben oui, ça c'est pour prendre, ça c'est pour rendre. Donc ça nous permettait aussi de travailler sur notre vocabulaire, parce qu'on dit souvent emprunter, prolonger. Donc chacun a commenté. Et dès lors qu'il y avait un désaccord, on faisait verbaliser. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Je vous ai mis par exemple en bas, je ne sais pas si vous voyez sur l'image de gauche, inscription. Ça, c'est un des exemples. Là, c'est pas celui qu'on a retenu, vous le verrez après. Au départ, il y avait que le picto de la personne avec le bureau. Donc ça, c'est celui qui avait été travaillé en Bretagne. Et lorsqu'on l'a présenté sur les quatre groupes, on a tout eu. Un homme qui sort d'une boîte. Ah oui, c'est vrai. Ou qu'est-ce qu'on a eu aussi? Un point d'exclamation sur enfin, une ponctuation inventée. Donc on s'est dit, bon, il y a quelque chose à retravailler. Et on leur a fait dire qu'est-ce qu'il faudrait pour. Donc ils ont dit, oui, ben, si c'est pour s'inscrire, il faut une notion de carte. Il faut, hop, je l'ai mis, je vous le montre là. Voilà, une notion d'accompagnement qu'on aide à faire des papiers. Donc voilà, on a tout retravaillé de cette façon-là, avec l'appui de notre service communication qui a vraiment fait un super pas de côté, puisque eux sont censés travailler principalement sur la communication institutionnelle, donc des choses très chartées, pas du tout à base de picto, pas du tout dans cette démarche-là de faire avec les usagers, parce qu'on a fait en fait une méthode Falk, hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec eux tant qu'ils ne validaient pas le picto lui-même. Bah, ça passait pas. Donc on a eu 4 temps de travail, ça a été assez efficace finalement. Donc on présentait ces cartes, ils décrivaient, et ensuite on rajoutait, si on mettait par exemple la bande dessinée pour les espaces ou loisirs, on avait toujours un chariot sur lequel on mettait les documents concernés. Donc ils disaient, ah oui, ben ça c'est de la BD. On mettait derrière un manga pour voir si ça pouvait troubler ou si, oui, non, non, c'est l'espace BD. Donc à chaque fois, un picto et tout un tas de documents en lien avec l'espace. Ça leur permettait vraiment de connaître les lieux, la médiathèque, les supports et d'y associer le picto et de vérifier que Est-ce ça a une que, cohérence, un sens. est-ce que vous avez mené ce travail-là tout seul ou est-ce que vous étiez accompagné par un cabinet ou Alors ça, on l'a fait tout seul. On s'est d'abord, on a travaillé. Donc j'ai pris contact avec la chargée de livre et lecture en Bretagne autour des publics en situation de handicap. Elle m'a dit qu'elle, elle n'avait pas participé, mais que de sa pratique, donc c'est vraiment de l'échange entre professionnels qui ont pu travailler sur du FALC, également avec l'UNAPI, qui nous a donné quelques clés. Mais la construction de l'atelier en lui-même, c'est nous qui l'avons construit. On l'a fait valider par l'UNAPI pour voir si dans la logique, dans l'approche, ça pouvait mettre en confiance, déstabiliser ou pas. Et voilà, on a fait ces cartes-là pré-imprimées et en direct aussi sur PC, on retravaillait avec eux. Voilà, donc on l'a vraiment co-construit jusqu'au bout, mais on l'a fait nous-mêmes en autonomie, en s'appuyant sur le regard, la valorisation du milieu associatif, de personnes issues du FALC lui-même. Donc on fait des formations FALC, et ça a été très intéressant puisque les éducateurs eux-mêmes, en fait, au final, ont redécouvert les personnes qu'ils accompagnaient, les publics en situation de non-maîtrise du français ont une fierté parce qu'ils se sont dit, ils se sentaient pas légitimes à entrer dans la médiathèque, encore moins à décider de ce qui allait pouvoir servir à tous. Donc il y avait au début une crainte, mais le fait qu'on les fait en petit comité et que d'un atelier à un autre, ils voyaient qu'on prenait en compte vraiment leur retour leur retour? et que apprenaient des choses en échange, qu'il y avait un côté gain, je donne, je me nourris, j'enrichis. Il y a vraiment eu une très grande fierté. Et à l'inauguration, quand ils sont venus, enfin, ils n'en croyaient pas leurs yeux que vraiment ce qu'ils avaient fait apparaissait. Je vous ai mis quelques photos en grand sur des grands panneaux avec les pictos qu'ils avaient choisis et que ça servait à tout le monde et que c'était pas juste un petit travail dans un petit coin. Il y avait vraiment ce manque de confiance, donc ça a redonné confiance en tous les participants et ça a permis parallèlement de faire vraiment de la médiation sur nos services. Et dans ces publics-là, certains venaient, d'autres pas. Donc on a vraiment eu un regard tel qu'on peut avoir un usager qui maîtrise les codes des médiathèques ou qui ne le maîtrise pas du tout. Et ça, c'est pareil, ça sert à tout le monde parce qu'on y a associé des codes couleurs. Là, je vous ai fait la version courte, le focus sur la signalétique, mais on a associé des codes couleurs. Donc chacun, à un moment, peut trouver des repères, mais le fait d'avoir ces repères visuels et d'avoir ce... Alors voilà, mais comme on dit, c'est pas universel, ça peut être rediscuté plein de fois, mais là, les quatre groupes, quatre personnalités, quatre tranches d'âge différents, puisqu'on avait le plus jeune qui avait 16 ans, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 16 ans, et
une personne qui avait 56 ans, donc des parcours de vie différents, des repères socioculturels différents. Donc ça a vraiment été très enrichissant pour les uns et les autres. Et juste une petite parenthèse sur la typographie que vous voyez, c'est la typographie Luciole. C'est une des typographies, je vous ai mis pareil le lien, si certains ne connaissent pas forcément. Elle est recommandée, en fait c'est le résultat, je vous l'ai mis de 2 années de recherche. Elle est vraiment destinée aux personnes en déficience visuelle, mais elle sert, puisqu'il y a toutes ces questions, il n'y a pas d'empattement, et ainsi de suite. Donc la typographie, on l'a fait valider là aussi par nos partenaires de Valentin à Vie, l'association Valentin à Vie, à l'échelle régionale, départementale avec laquelle on travaillait, et à l'échelle nationale. Voilà, donc à chaque fois, on a essayé d'agréger Bien des sûr, points oui. de vue, des validations différentes de personnes qui sont en contact direct avec des publics en situation d'empêchement, d'autres en situation d'éloignement, ou des usagers concernés par un empêchement d'éloignement qui viennent à la médiathèque pour voilà, essayer de broder une méthodologie à nous, qui nous est propre et qui est adaptée en fait à ce qui nous manquait, parce qu'on avait clairement un déficit de signalétique. Et vu on repartait de zéro, on a essayé de dire, ben, allez, on fait pour. Parce que voilà, la charte de l'inclusion qu'on a présentée rapidement, c'est un petit peu un jalon, une étape charnière en se disant, voilà, on fait plein de choses, on fait pour, maintenant on va essayer de faire pour et de faire avec sur des axes bien identifiés et de l'inclure dans notre projet, dans notre méthodologie quotidienne et dans notre projet d'établissement. On Merci. va passer à Stéphanie. Voilà, juste pour dire que voilà, je fais partie d'une toute petite équipe puisque nous sommes deux, mais bon, après tout, le pluriel commence avec deux. Voilà, c'est juste pour expliquer que malgré le fait que nous soyons donc une toute petite équipe dans une médiathèque de 300 mètres carrés avec un peu plus de 2000 adhérents, voilà, on ne s'interdit pas voilà, de faire vivre la médiathèque du mieux qu'on peut, voilà, en proposant des animations, des projets, des partenariats. Et là, je Alors, vais donc... voilà, justement, comment est née la volonté de proposer de la médiation animale chez vous? Ouais, alors tout a commencé en 2019 avec l'obtention d'une subvention du Centre national du livre pour un projet de diffusion du livre auprès des publics empêchés. Voilà, ce projet comportait deux axes: acquérir des collections adaptées d'une part et d'autre part proposer des actions de médiation adaptées. Et c'est le travail sur ce deuxième axe qui, voilà, qui a été, on va dire, le plus difficile parce qu'il fallait voilà, avoir un autre regard, trouver des idées nouvelles, différentes. Voilà, donc on avait essayé de regarder ce qui se faisait un petit peu ailleurs à ce moment-là. Il y avait encore peu de retours d'expérience en 2019, hein, je dis bien, voilà, sur les médiations adaptées au sein des médiathèques, bon, à l'exception voilà, de la LSF ou des ateliers autour du braille. Et voilà, mais on avait envie d'aller plus loin. Et c'est en faisant des recherches sur Internet, voilà, il n'y avait pas encore ChatGPT, qu'on a découvert des articles relatant des expériences de médiation animale, notamment dans les médiathèques du Québec ou dans les pays nordiques. Et voilà, ça nous a vraiment fait envie. Parallèlement, nous étions en pleine réflexion sur les publics empêchés, que nous ne touchions pas vraiment à la médiathèque. Et on a rapidement compris qu'on devait s'appuyer sur les partenaires si on voulait vraiment pouvoir toucher ce public. Donc, on a fait un état des lieux des structures présentes sur notre territoire et nous sommes partis à leur rencontre. Donc, voilà, les orthophonistes, les EHPAD de la ville, les centres médico-psychologiques, un ITEP aussi, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, les classes ULIS, qui sont aussi nombreuses sur notre commune, donc les unités localisées pour l'inclusion scolaire, et bien sûr diverses associations en lien avec le handicap. Et c'est à partir de la rencontre avec l'une de ces associations, qui s'appelle l'AFE, Association des familles d'enfants extraordinaires, qui a pour but de soutenir des familles ayant des enfants en situation de handicap ou de maladie rare. C'est avec cet asso qu'on a fait la connaissance d'une médiatrice animale, Erika Laurent, qui est elle-même à la tête de sa propre association de médiation animale, qui s'appelle Pila Pilus. Donc, ça veut dire boule de poil pour les non-latinistes dont je fais partie. Et voilà, et c'est comme ça que nous avons pu concrétiser notre projet de médiation animale. Alors, comment se passent les séances, du coup, de dire avec le chien? Alors, lire avec le chien, c'est une activité vraiment très ludique qui permet à un enfant qui est mal à l'aise dans sa pratique de la lecture de trouver ou de retrouver le plaisir de la lecture à haute voix. Donc, concrètement, l'enfant choisit un livre qui lui plaît parmi les livres de la médiathèque. Ou il peut aussi apporter un de ses livres perso, s'il préfère.
Ensuite, il s'installe au sol, sur un coussin ou en tout cas sur un siège bas pour être à la hauteur du chien. Et à ce moment-là, il va faire la lecture au chien. Et la présence voilà, bienveillante du chien, qui n'est pas dans le jugement, est un vrai élément facilitateur qui crée un climat de confiance qui permet de rassurer l'enfant. Et la lecture devient alors un moment de plaisir et de partage avec l'animal. J'avais vu que plusieurs études scientifiques ont vraiment voilà, démontré l'efficacité de cette activité sur le niveau global de lecture à haute voix. Donc voilà, une solution alternative pour progresser aussi dans la lecture. Mais pour que l'enfant puisse pleinement profiter des bienfaits de l'activité lire avec le chien, il faut bien sûr d'abord qu'il soit à l'aise avec le chien et qu'il n'ait pas d'appréhension. Bien sûr, certains enfants sont naturellement à l'aise avec les chiens parce que soit ils en ont un, soit ils les adorent, mais pour d'autres enfants, ce n'est pas forcément le cas. C'est pourquoi il est très conseillé de suivre au préalable un dispositif qui s'appelle le programme PECRAM, Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Donc, en fait, ce programme permet de sensibiliser les enfants à la connaissance du chien, à l'apprentissage des gestes adéquats en présence voilà, de ces derniers et de favoriser une meilleure relation entre l'enfant et l'animal. Et ce programme est reconnu par le ministère de l'Agriculture, de la Santé et aussi par la communauté scientifique vétérinaire. Voilà, donc avant de proposer une activité lire avec le chien, d'abord il faut faire le PECRAM. De toute façon, le médiateur animal vous le proposera d'office. On a fait 3 projets voilà, autour de lire avec le chien, avec la médiatrice animale, donc Erika Laurent, et ses chiens, Oki, Ola et Rio, des Bouviers bernois. Le premier projet a eu lieu en juin 2022. Il a été réalisé en partenariat avec l'association dont je vous parlais juste avant, donc l'AFE. Il s'adressait à une petite dizaine d'enfants en situation de handicap moteur, mental ou cognitif. Voilà, donc ça s'est passé sur une séance organisée à la médiathèque un samedi après-midi. On n'a pas eu à faire le programme PECRAM au complet car les enfants l'avaient déjà suivi récemment. Donc, on a pu passer rapidement à l'activité lire avec le chien, c'est-à-dire que les enfants ont lu ou regardé un livre à tour de rôle aux côtés des chiens. Comme la médiathèque était fermée au public au moment de l'animation, voilà, on a pu prendre vraiment possession de tout l'espace pour créer un circuit avec plusieurs ateliers dans le but de faire patienter les enfants en attendant qu'ils puissent avoir à tour de rôle leur petit moment de lecture privilégié avec les chiens. Le second projet, lui, s'est déroulé sur une année scolaire, en 2022-2023, parce que cette fois, nous avions établi un partenariat avec l'enseignant d'une classe Ulysse du collège Louise Michel de l'île Jourdain. Donc, cette classe comptait 14 jeunes qui avaient entre 11 et 15 ans avec des troubles du neurodéveloppement. Donc, cette fois, la médiation animale s'est passée sur 6 séances organisées les lundis. Alors, au départ, dans la salle de classe et le CDI du collège, mais ensuite aussi à la médiathèque. Donc, la séance 1, voilà, c'était consacré au PECRAM. Maintenant, vous savez pourquoi. Les séances 2 et 3, les jeunes ont découvert l'activité lire avec le chien. Donc, c'est vrai qu'au départ, je ne vous cache pas, surtout pour ceux qui avaient 14-15 ans, qu'ils étaient un petit peu dubitatifs sur le fait de lire un livre à un chien. Mais voilà, rapidement, ils se sont laissés prendre, on va dire, par le plaisir de cette activité. Alors, comme ils étaient un peu nombreux quand même, on a fonctionné par petits groupes pour le confort des animaux, mais aussi pour que chaque jeune ait le temps nécessaire pour interagir avec l'animal. Les séances 4 et 5, alors c'était toujours l'activité lire avec le chien, mais là, il y a eu voilà, une petite tournure inattendue, puisque l'enseignant a proposé que les jeunes écrivent un poème pour les chiens, destiné aux chiens. Et les jeunes ont vraiment adhéré à ce projet parce qu'entre-temps, voilà, toute leur réticence était tombée, ils avaient appris à connaître les chiens, ils s'étaient attachés à eux. Et ces poèmes ont ensuite été réunis dans un recueil illustré. Voilà, vous verrez des photos à la fin de ma présentation. Et ce recueil s'appelle Doggy, des poèmes pour le chien. La séance 6, du coup, qui était la dernière séance, elle a eu lieu à la médiathèque en matinée. On avait organisé un petit déjeuner partagé. Et cette fois, les jeunes ont lu au chien, non pas le passage d'un livre voilà, qu'ils avaient choisi, mais les poèmes qu'ils avaient spécialement écrits pour eux. Et voilà, ils ont lu à tour de rôle, à haute voix, devant toute leur classe,
et devant les adultes présents. Donc, il y avait leur professeur, la documentaliste du CDI, la médiatrice animale et les bibliothécaires. Voilà, donc cette lecture à haute voix en public, alors d'après leur enseignant, ça n'aurait jamais été envisageable sans la médiation animale. Voilà, et la séance s'est terminée avec la remise des diplômes des lecteurs canins voilà, qu'avait préparé la médiatrice animale. Voilà, les jeunes étaient très contents de cette expérience et bien sûr un peu tristes de devoir dire au revoir à Oki, Ola, Rio et Nix. Voilà, donc ce poème a été écrit par Nora, 12 ans. Il s'appelle Plus qu'un chien. Toi, petit esprit innocent, libre comme un aigle, tu sembles être descendu de l'au-delà. Oui, toi, petite merveille, avec tes yeux pleins d'amour et ton cœur fait en or, tu mets un sourire sur les gens et tu leur fais oublier leur peine. Tu n'es pas juste un chien, mais un ange descendu du ciel. Et grâce à toi, ma vie est plus belle. C'est trop Voilà. mignon. Voilà, donc ce Touchant. poème ouais, c'est ça, ça rend vraiment compte du lien très fort qui s'est créé entre les jeunes et les animaux, voilà, et de leur ressenti positif. Le troisième projet, maintenant, il a eu lieu au printemps 2024. Il s'adressait aux enfants 10 et particulièrement aux dyslexiques. Donc, pour toucher ce public, nous avions communiqué auprès des orthophonistes de la ville. Ça a pris la forme d'un stage de 5 séances organisées les samedis après-midi dans la médiathèque. 6 enfants étaient inscrits entre 8 et 12 ans. Donc, la séance 1, une fois de plus, elle a été consacrée au PECRAM. Les séances 2, 3 et 4, lire avec le chien, et je veux dire, ça a vraiment été des séances où les enfants ont fait beaucoup d'efforts voilà, pour jouer le jeu et on sentait une vraie envie de progresser dans la lecture. Et la séance 5, pour conclure le stage, c'était un peu la séance récompense, une séance festive axée sur la médiation animale, mais vraiment du côté de la détente, du bien-être, avec un goûter, la remise des diplômes de lecteur canin et une surprise puisque la médiatrice animale avait, en plus des chiens, amené des lapins et des cochons d'Inde. Donc, on avait surtout prévu que les enfants les nourrissent et les câlinent, mais ils étaient tellement à fond qu'ils ont voulu aussi faire la lecture, voilà, façon lire avec le lapin ou lire avec le cochon d'Inde. Voilà. Et suite à ce stage, on a eu des retours très positifs voilà, de leurs parents, même si bien sûr, ils ont dû gérer l'inévitable question est-ce qu'on peut avoir un chien et un lapin? Mais ça, Pas on ne notre gère pas. problème à nous. On ne gère pas, voilà, c'est ça. Voilà. Avant Mais qu'on tout voit à les l'heure, photos, ouais, oui, avant qu'on oui, voit tout les à l'heure. photos, Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire les points de vigilance à avoir pour mener ce genre de Oui, projet? voilà. Moi, j'ai identifié l'importance des partenariats pour atteindre un public cible, bien définir l'objectif des interventions de médiation animale. Est-ce que c'est d'offrir un accompagnement éducatif, thérapeutique aux bénéficiaires de la séance ou est-ce que c'est passer un moment ludique et détendu auprès des animaux? Et ça, c'est hyper important de bien définir ces objectifs parce qu'ensuite, ça vous permettra de bien communiquer et de toucher les publics ciblés. Parce que si la communication est trop ouverte et qu'on ne cible pas assez, le risque, c'est d'avoir la présence du tout public en nombre. Voilà, je viens parce que les chiens sont trop mignons ou parce que j'aime les chiens. Après, je ne dis pas, la présence des chiens, elle est toujours profitable et bénéfique pour tous. Mais voilà, une fois de plus, tout dépend voilà, du public que vous ciblez. Un autre point de vigilance, c'est le nombre de participants qui doit quand même rester restreint pour garder une approche qualitative. Ensuite, il faut essayer d'organiser la médiation animale en dehors ouais, des horaires d'ouverture de la médiathèque pour pouvoir laisser les animaux en liberté. Bon, après, tout dépend bien sûr des animaux que vous accueillez et permettre aux participants de se sentir à l'aise juste entre eux, surtout si vous choisissez lire avec le chien. Ou alors, ça dépend des médiathèques, vous avez peut-être à votre disposition un grand espace cloisonné, séparé pour accueillir les animations. Dans ce cas, voilà, vous n'aurez pas cette difficulté à anticiper. Bien sûr, il vous faudra un budget pour vous rémunérer l'intervenant. Donc, juste pour vous donner une idée, mais après, c'est voilà, la médiatrice animale qui pratique ces prix chez moi, hein, mais c'est 100 € la séance d'une heure. Voilà, ça peut donner déjà un ordre d'idée. Une dernière chose, ou avant-dernière chose, l'intervenant doit être un professionnel de la médiation animale et pas un médiateur animal autoproclamé. Voilà, je dis ça parce que c'est une activité qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment, donc faites attention voilà, à qui vous confiez votre public.
Et une dernière chose, bien entendu, faire attention aussi aux éventuelles allergies. Ben oui, aux poils de chat, de chien, de lapin, du côté des organisateurs, mais aussi des participants. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres projets en lien avec la médiation animale? Alors oui, il y a un autre projet en 2026. Cette fois, on va essayer de s'intéresser aux personnes âgées, puisqu'on a déjà un partenariat avec l'EHPAD de la ville. Et là, cette fois, on va vraiment orienter la médiation animale vers le bien-être psychologique, voilà, l'apaisement, le réconfort. Juste, c'était pas prévu, Sylvie, mais je sais pas si on le voit, mais Oui, on le je voit, vais ouais. ouais, vous le voyez. Le chien de la bibliothèque, donc je fais ma bibliothécaire avec un petit conseil lecture pour les collègues. Alors, le chien de la bibliothécaire de Lisa Papp, c'est une américaine, voilà, il est sorti en 2016. C'est vraiment un album qui récapitule bien tout ce que j'ai dit sur lire avec le chien, hein, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui est en grande difficulté de lecture et qui va devenir une lectrice sûre d'elle et confirmée grâce à Bonnie, une chienne des Pyrénées qu'elle rencontre à la bibliothèque. Donc voilà, une belle lecture. J'ai une Oui. question sur la présence des animaux avec les tapis et les coussins. Alors, c'était pas un souci parce qu'en fait, c'était des tapis et coussins qu'on avait vraiment achetés pour ça. Et voilà, donc après, c'est sûr, il a fallu passer un petit coup d'aspirateur. Après, les animaux, enfin, ils étaient propres. La médiatrice animale, elle fait tout ça très bien. Donc, on n'a pas eu d'incident, si c'est à ça que vous pensiez. Voilà, le livret poème qu'avaient réalisé les enfants de la classe Ulysse. Ça, C'est c'est elle. le poème que j'ai lu, écrit par Voilà. Nora, avec son petit dessin qui représente le chien comme un petit ange. Donc ça, Ah, c'est la ah, classe c'est ça. Ulysse et la remise des diplômes des lecteurs canins. Ah, ça, c'est la dernière séance, c'est ça? C'est remis. Ouais, c'était la dernière séance ouais, de la classe D'accord. Ulysse. Ah, c'est génial. Ouais, le jour où ils ont lu leur poème. Voilà. Ça, Alors, vous c'était avez... le stage pour les 10, avec aussi la remise des diplômes à la fin. Voilà la photo de groupe avec Oki, Ola et Rio. Voilà, ça c'était voilà, la suite avec lire avec le hamster et lire avec le lapin. On n'est pas loin de lire avec un ragondin, hein, ça peut se faire Ouais, peut-être. c'est ça, ça peut, ça peut. En Non, mais plus, on en de a très lu, bonnes Jordan. idées, hein. J'ai de Ouais, très bah bonnes oui. idées. Voilà. Je crois que c'était la dernière photo, hein. Il me semble. Ouais. Ben, merci, merci Stéphanie, merci Émilie et Avec Ariel. plaisir.